Bonjour à tous, bienvenue dans The Process, mon podcast dédié à la créativité, qu'elle soit littéraire ou autre. Vous ne rêvez pas, la petite musique qui accompagne généralement ma présentation du podcast a été mise de côté et vous n'aurez pas non plus de petite musique de fond pendant le reste de l'épisode. Tout simplement parce que cet épisode va être le premier épisode où je vais pouvoir échanger avec un artiste et l'interroger sur son processus, son parcours et tout ce qui a pu nourrir sa créativité. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir échanger avec Emmanuel Allier qui va nous parler de son projet Retrowave appelé Index Code. La Retrowave, c'est un style musical un petit peu particulier qui est récent, qui est parfaitement calibré pour tous les nostalgiques des années 80. Il en épouse les codes et l'esthétique. Je suis né en 1979. Mon enfance, c'était les années 80. L'enfance, c'est l'âge de l'étalonnage. On n'a pas vraiment d'éléments de référence. C'est l'âge des premières fois. On est très impressionnable. On vit à fond et quand on aime absolument. Et ça laisse des marques. Je me rappelle encore avec beaucoup d'émotion de tous les coups de cœur que j'ai pu avoir quand j'étais petit. Je me rappelle de Seeds of Love, de Tears for Fears. Je me rappelle de mon premier contact avec Pet Shop Boys, avec Etienne Dao, avec Gainsbourg, avec plein d'autres artistes qui marchaient bien à cette époque-là, que je pouvais entendre à la radio. Et donc je suis vraiment tombé amoureux du son de cette époque-là, de ces basses clinquantes, de tous ces synthétiseurs. Je me rappelle avec beaucoup d'émoi de mes premiers jeux vidéo, de ceux que j'ai pu jouer sur ordinateur paternel, mais aussi chez mes amis, sur leurs Amiga, leurs Atari ST, sur leurs consoles Nintendo, NES ou Master System. Avec ces jeux vidéo, il y avait une musique. Et cette musique-là, elle m'a vraiment charmé, au point où je demandais à mes amis de coller leur poste contre leurs ordinateurs et leurs consoles, d'enregistrer les titres des génériques, les titres qui accompagnaient les parties, et je les écoutais dans mon Walkman à longueur de temps. Les années 80, c'est toute cette musique, mais c'est aussi E.T., c'est aussi les Goonies, c'est les livres de Stephen King comme ça, les Atomic Knockers, Le Fléau. La mode a tendance à être cyclique. Ce qui est cool un jour a tendance à être ringard un peu plus tard, puis, après avoir disparu de la scène pendant un certain temps, ça revient au premier plan, encore et encore et encore. Mais pour l'esthétique des années 80, il y a quelque chose d'un petit peu particulier. Il suffit de regarder un petit peu comment est-ce que les choses ont évolué ces 20 dernières années. Le revival des années 80, on en a mangé sur une base régulière. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour chercher des exemples. On peut tous penser à Stranger Things sur Netflix. Et on peut penser aussi, par exemple, à Drive, avec Ryan Gosling. Il se trouve que l'acteur n'est pas le seul à avoir bénéficié d'un petit boost dans sa carrière. La bande originale du film a permis de braquer les projecteurs sur un courant indépendant mais vivace, le Retrowave, où des artistes modernes écrivent des titres originaux en utilisant les codes et l'esthétique des années 80. Index Code fait partie de ce mouvement. Et avant d'avoir l'occasion de pouvoir discuter avec Emmanuel Allier, l'artiste qui se cache derrière ce groupe, je vous propose de prendre avec moi une machine à remonter le temps. On va s'écouter un méga mix de morceaux choisis tirés des différents EP composés par Emmanuel Allier. Et après ça, je donnerai la parole à l'artiste pour qu'il vous parle un petit peu de son parcours, de ses sources d'inspiration et de sa manière de gérer sa créativité.
Alors Manu, pour les auditeurs qui ne connaissent pas Index Code, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce projet et de sa genèse? Pour parler d'Index Code, en fait, je suis un peu obligé de revenir dans le passé pour expliquer mon parcours. Parce qu'en fait, je suis pas DJ et j'ai jamais mixé sur des platines, en boîte de nuit ou autre. J'ai qu'un ordi et un synthé. Et en fait, je suis juste un compositeur de musique électronique. En fait, en 2000, j'étais étudiant à la fac de droit à Nîmes et j'ai commencé à faire de la musique électro sur un logiciel qui est vraiment idéal pour débuter. Ça s'appelle Revij 2. C'est des petits carrés que tu emboîtes, en fait. C'est vraiment extrêmement simple. Et ça appartient à n'importe qui. Et j'ai fait ça avec un pote de la fac, un ami à moi qui s'appelle Mathieu. Et en fait, on s'est lancé un pari de faire un album électro et le meilleur album électro. Il y avait un troisième pote de la fac qui devait faire l'arbitre en fait et nous départager avec un gage à la clé. C'était vraiment un délire parce que j'écoutais pas du tout d'électro, mis à part Daft Punk à l'époque. Et on avait choisi des noms délirants pour ces projets qui incluent un jeu de mots. Alors mon pote c'était Dit Jesus, voilà, voilà Jésus. Et moi c'était Dit Gyrophare, voilà Gyrophare pour moi. Donc c'était vraiment un délire. Et en fait par la suite j'ai écouté pas mal d'électro. Et en 2012, en fait, j'ai repris mon projet sur un logiciel vraiment plus professionnel qui s'appelle FL Studio. C'est vraiment sur celui que je travaille toujours à l'heure actuelle. Et j'ai repris mon nom d'origine, en fait, DJ Rofar, en le rendant plus sérieux. J'ai enlevé le DJ, voilà. Donc c'est devenu Rofar. Et voilà, je suis parti sur un projet vraiment électro-rock avec un peu tendance effectivement rétro années 80. Et en 2014 en fait, j'ai découvert Carpenter Brut, que tu connais sans doute, je pense. Ouais, ouais, tout à fait. Et j'ai voulu évoluer à ce moment-là, en fait, sur un électro plus puissant, plus dynamique et plus sombre aussi. Donc j'ai créé Index Code quand j'étais à Paris en 2014. Voilà. Pour le nom, juste pour expliquer peut-être le nom, en fait, mes études de droit et mon métier, en fait, dans le milieu judiciaire, ça m'a inspiré le nom Index Code. Le code, c'est le code pénal, le code civil, voilà. Et l'index, c'est ce qui se trouve à la fin du code. Et c'est hyper important en fait dans la recherche juridique. Donc index code, voilà, ça sonne bien, ça se comprend en français, en anglais. Donc voilà, je suis parti sur ça. Et à l'heure actuelle, index code, c'est 5, j'ai fait 5 EP, soit 33 compositions, et j'ai fait 10 remixes. Ah, tu termines par les remixes et c'est parfait. Pour préparer l'interview, tu m'as envoyé tout un lot de fichiers, de musique, des vidéos, des images qui retracent un petit peu ton parcours. Et il y en a une qui a vraiment accroché mon œil et mes oreilles. C'est une petite vidéo qui se passe en boîte avec des gens qui sont vraiment très contents d'écouter ton son. J'ai cru reconnaître le morceau, mais je suis pas sûr à 100%. C'est du Lana Del Rey, non? Ah oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est mon remix de Lana Del Rey qui a été. En fait, c'est un DJ de. Là, pour le coup, c'est un DJ de Minsk, en Biélorussie, qui m'a envoyé ça. Il m'avait demandé l'autorisation, en fait, voilà, de jouer ce remix en soirée, en boîte de nuit. Et en fait, il m'a envoyé la vidéo après. Moi, je trouvais ça excellent, quoi. Donc, ouais, c'est plutôt marrant, quoi. On dit qu'une image vaut 1000 mots, alors je te raconte pas pour une vidéo. Je crois qu'il est temps d'aller à Minsk et de s'ambiancer avec ton remix.
plutôt marrant, quoi. Ouais, et le truc, ce qui est, je trouve que bah, j'ai un petit peu écouté tes derniers remixes, et bon, il y a rien à dire, bon, disons que on sent ton son, on sent ta patte dessus, mais le choix des titres que tu as pu faire, c'était des titres que j'aimais bien, donc bon, moi ça m'a plu. Mais par exemple, avec bah, le remix de Lana Del Rey, quand tu vois la manière dont le public réagit bah, pendant la chanson, là tu te dis, mince, bon, disons que c'est tout autre chose, c'est-à-dire que des gens qui ne sont pas nécessairement familiers bah, d'Index Code, bah, eux, bah, Lana Del Rey c'est un monument culturel, donc tout de suite ça les accroche, et ils Ouais, étaient capables ouais. de jouer avec les paroles, et genre ça met une ambiance de fou. Et je voulais savoir si tu avais bah, envie par la suite bah, de revenir dans tes remixes vers des titres un peu plus mainstream, par opposition aux derniers qui sont un petit peu rétro-wave. Je crois que le dernier que tu as fait, c'était avec Midnight... mince. Ouais, complètement, Mince. ouais, Bon, c'est bah, ça... The Midnight, ouais. Ouais, The Euh, Midnight, voilà. The Midnight, c'est ça. Ouais, mais en fait, j'adore effectivement faire des remixes de titres assez pop. Je fais Lana Del Rey, je fais Rihanna aussi, j'ai fait un titre de Lady Gaga que j'avais repris. En fait, ouais, mais c'est souvent je fais ça pour le remix. J'aime bien. Je pense que je vais en faire d'autres effectivement, parce que j'aime bien ramener ces titres au style synthwave. Je trouve ça vraiment marrant. Et quand j'ai fait des remixes, on va dire plus dans mon style, on va dire, dans le style retrowave, synthwave. C'était souvent pour des concours en fait de remix que j'ai fait. Voilà, il y en a des fois de temps en temps. Et du coup, j'ai participé. Ça a été le cas notamment avec The Midnight là récemment. Voilà. Ah, c'est sympa ce genre de concours, quoi. T'as une petite pression, tu as l'occasion de développer tes compétences techniques, tu travailles avec des contraintes, et en plus, éventuellement, ça te permet d'avoir un petit peu d'exposition médiatique. Exactement. Bah oui, c'est ça. C'est un peu ça. Puis après, c'est pour le plaisir aussi. En fait, là, ce concours, il a été organisé par The Midnight pour occuper en fait des artistes électro du monde entier, parce que The Midnight sont assez connus. C'était au début du confinement en fait. Et D'accord. voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai fait aussi pour voilà par rapport au contexte. Je trouvais ça vraiment sympa d'y participer. Et ce qui a été sympa, c'est que j'ai été dans les gagnants quoi du concours. En fait, il y a eu plus de 500 remixes et Mhm. il y a eu 20 gagnants et mon titre a été du coup diffusé sur une radio YouTube en direct depuis Los Angeles le mois dernier. Donc c'était voilà, enfin, voilà, j'étais super content quoi. Ah ben, bravo, hein, c'est Ouais. bien joué. Non, mais surtout que bon, ben, j'imagine que le jury, c'est pas des blaireaux Ah ben c'est derrière le des groupe quoi. podiums, quoi. Ah ben là c'est le groupe C'était quoi. le groupe, quoi. Ouais, Donc, c'est le groupe. et donc The Bee Night, c'est quand même de la bombe, quoi. Donc, Ouais, non, c'est un ils ont fait des nouveau. titres énormes, quoi. Eh bien, je t'en oreille sur ce remix. The city of angels singing the city of angels singing fire on the beach, face to the sky, with the stars dance around like gods in the stars. The gold silhouette, you take off your clothes, and my heart feels the weight of all I don't know. Memories and mountaintops, drunk on Sunset Boulevard, with the city of angels singing on. Flickers of the canyon fire, its hands raised like a gospel choir. If we live forever, let us live forever tonight. Helicopters against the moonlight. I hold Alors, Manu, je t'ai rencontré en 95-96 à travers Benoît, le guitariste de ton premier groupe, Bugs Ridden.
Et il me semble que c'est à ce moment-là que l'aventure musicale a un petit peu aussi commencé pour toi. Et j'aimerais bien que tu me parles de ton parcours en commençant par ce groupe. Ouais, Bugs Ridden, c'est vraiment mon premier groupe avec les personnes qui sont devenues vraiment mes amis. En fait, c'était vraiment. Au départ, en fait, je dirais, on a composé très rapidement à Bugs Ridden. Je pense que c'était presque une question de facilité, je dirais, au départ, parce qu'on n'avait peut-être pas le niveau et la technique, on va dire, suffisante pour faire des reprises. Donc en fait, au départ, on s'est lancé assez rapidement, avec Benoît notamment, à composer nos propres morceaux. Et ça, c'est quelque chose qui est venu d'une passion, parce qu'après, c'est quelque chose qui a perduré par la suite. J'ai fait énormément de groupes, mais avec lesquels on a composé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est une vraie passion maintenant chez moi. Est-ce que tu pourrais rentrer un peu plus en détail dans le processus créatif que vous aviez à l'époque ? En fait, c'était essentiellement le guitariste Benoît qui a amené, on va dire, un riff guitare. Et on partait souvent d'un riff guitare pour créer, en fait. Moi, j'écrivais les parties rythmiques. Donc tout ce qui est batterie, c'est moi effectivement qui le créais, mais je participais aussi activement à la création des mélodies guitare et du chant. En fait, après, ça se superpose, hein, les instruments vont se superposer par la suite, et souvent, on va avoir des idées au cours de la répétition, on va inventer à ce moment-là, ouais, au fur et à mesure. Et le guitariste écrivait la partie guitare, le bassiste la partie basse, et toi juste la batterie, ou tu commençais déjà à l'époque à toucher un petit peu à tous les instruments ? Pour répondre à ta question, ouais, j'ai commencé le piano à 8 ans, en fait, en école de musique. Donc j'ai vraiment une base de piano. J'en ai fait pendant 7 ans avec des cours de solfège en parallèle. Et à 15 ans, j'ai suivi des cours de guitare particuliers pendant 1 an. Donc j'avais quand même une base, je suis plutôt multi-instrumentaliste, et j'ai été batteur un peu par défaut, parce qu'en fait on n'avait pas de batteur, et je me suis mis à la batterie un peu comme ça. Alors là pour le coup je suis vraiment autodidacte, quoi. Donc j'ai appris sur le tas. Et j'ai aussi été chanteur après par la suite dans 3 groupes. Là, je dois t'avouer que j'ai un petit peu du mal à visualiser la scène. Comment est-ce que tu pouvais, de derrière tes fûts, participer à la composition des parties guitare, basse ou chant ? Non, c'est exactement ça. En général, j'avais une guitare, moi également. Des fois, mais on faisait des morceaux un peu acoustiques, on jouait ça en batterie, en fait. Donc ça arrivait souvent qu'on prenne à 2 la guitare, qu'on compose ensemble. C'était souvent comme ça, parce que ouais, avec la batterie, c'est sûr, c'est plus limité, quoi. Pour participer, c'est un peu plus compliqué. Là, ça va être plus sur la structure, on va dire, des morceaux, sur la partie, ouais, vraiment structure. Donc vraiment sur la mélodie, là effectivement, on a besoin d'un instrument plus type guitare, voilà, au piano, quoi. D'accord. Ouais. Et est-ce qu'à l'époque déjà tu écrivais des morceaux pour toi en solo, en dehors donc, du contexte de Bugs Ridden ? Oui, déjà à l'époque, ouais, effectivement, je commençais à composer de mon côté, la guitare, souvent guitare-voix. J'ai eu des projets un peu solo où j'avais enregistré des compositions. Donc effectivement, ça m'arrivait. Ça m'arrive encore d'ailleurs de composer un petit peu à la guitare des morceaux plus acoustiques, quoi. Et tu sentais une différence au niveau de la sortie, en fait, je sais pas, comment dire ça. Est-ce que ce que tu pouvais créer tout seul et ce que tu créais avec le groupe, tu sentais que tu n'étais pas la même personne, comment dire, tu puisais à des endroits différents, mince. Ouais, bref. Passons. Tu veux que je réponde ou pas? Ah oui, non, d'accord, non, mais si tu as une idée, oui, donc, après, ce qu'on peut faire, c'est, tu donnes ta réponse, et après, j'inventerai une question, c'est comme au Jeopardy, et comme ça,
Donc on aura l'impression que je pose des super bonnes questions et toi, tu réponds parfaitement, quoi. Donc, Ouais, ça marche, je peux faire comme ça. Mais écoute. alors, ta réponse à la question que je n'ai pas réussi à poser, quoi. Ça nous donne quoi? Non, là, Joker. Ah, mais c'était bien la peine de me dire si tu... Ok, non, mais bon, effectivement, c'était un exercice un petit peu périlleux, quoi, d'essayer de répondre à une question qui était incompréhensible. Ok. Bien. Alors, pour les groupes suivants, vous avez un peu permuté vos positions. Et si je me souviens bien, tu as quitté les fûts pour passer au devant de la scène et t'es devenu co-chanteur des 2 projets suivants, Lesson Zero et Easy Win, non? En fait, c'est pas exactement ça. Les 20 j'étais encore batteur, en fait, à cette époque-là, et il y avait effectivement Alex, ouais, qui était au chant. Mhm. Et en fait, après, on a créé Easy Win, on a un peu évolué, on voulait faire quelque chose du rap plus instrumental. Et là, je suis passé au chant. Il y avait toujours Alex. Donc en fait, là, c'est dans Easy Win, on a fait au début un binôme avec Alex. Et après, il est parti et on a changé de chanteur, de deuxième chanteur. On a eu Sylvain qui a chanté avec moi. D'accord, ok. Grosso modo, en fait, tu dis que tu as fait plein de groupes, mais en fait, il y a quand même une continuité. Donc, tu es un élément commun de tous ces groupes-là, mais on retrouve dans la plupart Ben, on retrouve aussi Gilles. Et Ouais. donc, vous êtes vraiment le noyau dur, quoi, les 3 mousquetaires, quoi. Ouais, Donc, ouais, c'est sûr. Bon, après, il y a eu Mathieu que toi t'as pas connu, mais il y a eu Mathieu que j'ai rencontré à la fac, dont je parlais au début, là, Mhm. avec qui on avait fait le défi DJ, là, avec qui j'ai fait des groupes après par la suite, quoi. Comme Kerry D'accord. Doen, voilà. Où là, quand même, ça a duré quand même pas mal d'années, quoi. Kerry Doen, on a joué pendant 6 ans, je crois, à peu près. Ok, j'ai pas vraiment suivi cette partie-là de Et ouais, la musique. Ouais, c'est une époque où on s'est pas vu, quoi. Ok, comme on peut le voir sur les photos qui doivent être encore en train de défiler, durant ces différents groupes, tu as pu occuper plein de positions. Tu as fait du piano, de la batterie, du chant, de la guitare. Et en occupant ces différentes positions, je me demandais si ça avait eu un effet un petit peu transformant pour toi. Est-ce que ça t'a amené à envisager la composition de manière différente, en basculant d'une position à l'autre? Ouais, comment est-ce que ça a pu t'affecter? Alors, je sais pas si ça m'a transformé. Après, ça m'a apporté pas mal de choses, on va dire des rencontres, c'est vrai qu'au niveau créativité, parce que je pense que c'est quand même ce dont tu parles, Mhm. ça m'a beaucoup apporté effectivement. D'avoir en plus pu changer, on va dire, d'instruments, de groupe, effectivement, ça m'a permis d'évoluer au maximum. Et oui, après, ouais, c'est vrai que ça me sert à l'heure actuelle, en tout cas dans un Xcode. Tout ça, je pense que ça se regroupe finalement dans ce que je fais à l'heure actuelle. Ok, différents groupes, différents instruments. Tu as appris à composer en adoptant différents points de vue. Et une petite question qui se pose, c'est pour les paroles, parce que les paroles, c'est vraiment quelque chose qui est à part. Est-ce que tu as eu l'occasion d'écrire beaucoup de paroles par toi-même? Comment ça s'est passé de ce côté-là? Non. Alors non. J'ai écrit des textes, mais j'ai jamais été doué pour ça. Je suis nul en anglais, donc ça aide pas. Surtout voilà, on chantait quand même pas mal en anglais à l'époque. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, dans ce que je fais, il y a très peu de mes titres sont accompagnés de textes que je pourrais faire, sauf bien sûr quand il y a un chanteur extérieur qui vient. Voilà. D'ailleurs, Donc pour les textes qui ont été écrits sur mes titres, on va dire récemment, ça a été fait directement par les chanteurs. ok. Par les chanteurs qui ont participé, soit par une amie, Lorraine, qui a écrit des textes, une amie de mon travail. D'accord.
Mais à chaque fois, j'ai laissé du coup carte blanche parce que c'est pas, on va dire, ça c'est pas quelque chose que je maîtrise et pour lequel j'ai une capacité particulière. Ah, tu m'offres une occasion en or pour faire un petit break. On va s'écouter Heavy Rain avec Gilles Auchan, un des rares titres que tu as pu produire avec des paroles. Donc on va se faire un petit peu plaisir. Let's go! Super, maintenant que les auditeurs ont pris connaissance de ce titre, est-ce que tu pourrais un petit peu nous le présenter s'il te plaît? Oui, ouais, complètement. Euh, En fait, sur ce titre, déjà, j'ai créé l'air, on va dire, par rapport à quelque chose que j'ai eu en tête au cours d'une journée. En fait, je travaillais à Paris à ce moment. À ce moment-là, j'étais éloigné de ma famille, qui était à Montpellier, c'était pas évident. Et il y a eu aussi les attentats de Paris en 2015 contre Charlie Hebdo. Et tout ça, ça m'a forcément marqué. Et je pense que toutes ces émotions, ça a eu un lien dans l'inspiration, notamment de ce morceau. En fait, j'ai reproduit, une fois que j'ai eu cet air en tête, en fait, j'ai reproduit la mélodie sur le soir, en fait, sur mon logiciel, avec un son de synthé. J'ai rajouté après une rythmique extrêmement simple et des couches successives d'instruments comme une basse, une guitare. Et ça allait devenir en fait mon couplet. Puis après, en fait, j'ai créé la structure du morceau. Pour la structure, comme pour mes titres en général, j'aime beaucoup utiliser une structure très classique, ce qui n'est pas forcément le cas en électro, en fait, où c'est assez répétitif. Moi, j'aime beaucoup utiliser un couplet, refrain, pont, refrain. Voilà, une structure plus pop.
Et ce qui est le cas dans Heavy Rain. Après, j'ai compliqué, on va dire, en ajoutant des petits détails, des tomes, des cymbales, j'ai un petit peu complexifié, on va dire, la partie rythmique. Et après, j'ai mixé, géré les volumes et compressé, en gros, le morceau. Euh, j'ai envoyé après une première maquette à Gilles, une fois que j'avais quelque chose d'homogène, pour qu'il commence à travailler le chant, parce que j'avais déjà en tête que je voulais du chant sur ce morceau, mais à cette époque-là, il n'y avait pas de titre, il n'y avait rien. Et j'ai demandé à mon amie Lorraine de voir si elle avait un texte. Je savais qu'elle écrivait, je lui ai demandé un texte en anglais, et c'est elle qui a créé totalement les paroles d'Heavy Rain. Gilles a enregistré le chant chez moi, dans des conditions très routes. Voilà, c'était vraiment le son, était vraiment pourri, une catastrophe. Et heureusement, en fait, c'est mon pote Ben, dont on a parlé tout à l'heure, qui a un studio d'enregistrement, qui a remixé en fait lui chaque piste de ce titre. Et il a énormément travaillé, notamment sur la partie chant, sur le son de la partie chant, qui était vraiment pas très exploitable. Et le titre dans sa globalité, il a été masterisé dans son studio. Et ouais, pour finir juste sur ce titre, parce qu'il y a eu un truc quand même assez marrant, c'est qu'il y a un Canadien de Vancouver qui m'a contacté pour réaliser le clip. Donc on a aussi, sur ce titre, on a fait un clip avec des prises de vue qu'on a enregistrées à Montpellier, qu'on lui a envoyé à Vancouver pour qu'il puisse réaliser le clip. Ce qui fait que, au total, en fait, il y a 5 personnes qui ont collaboré en fait à la création de ce titre. Waouh! Une candidature spontanée? Et ça arrive après beaucoup de démarchage, non? Quoi, tu t'es bougé pour trouver un label, tu t'as prospecté à droite à gauche, t'as envoyé tes titres? Ou Pas du tout, en fait. Alors, je laisse totalement faire les choses. En fait, je démarche pas du tout avec un ex-con. En fait, c'est souvent les gens qui m'ont contacté et j'ai souvent dit oui, en fait. Je laisse un peu faire le hasard. Et en fait, pour le titre Heavy Rain, en fait, il y a un label américain qui m'avait contacté à cette époque-là pour ses Future City Records pour un titre. Et justement, on venait d'enregistrer le morceau Heavy Rain. Et je leur ai proposé et ils ont adoré. Et en fait, ils ont mis le morceau en premier de leur compile. Et ils ont fait la promo de la compile avec ce titre. Donc je pense que ça m'a donné pas mal de visibilité. Et du coup, c'est à la suite de ça que Albert Hart, le Canadien, m'a contacté en fait. Parce qu'il avait aimé, voilà, il avait écouté le titre comme ça, et du coup, voilà, il voulait travailler dessus en fait. et est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur le chant et la composition des paroles? Ouais, ce qui est marrant, c'est que en général, c'est beaucoup plus simple quand on crée le chant et quand on crée les paroles en même temps, parce que on peut adapter, on va dire, directement le texte et la mélodie. Mhm. Voilà, la structure du chant, c'est beaucoup plus simple. Là, ce qui était difficile pour Gilles, c'est qu'il avait un texte et il devait se caler, on va dire, sur les paroles pour pas le dénaturer et faire rentrer la mélodie comme ça. Et bizarrement, ça a collé tout de suite, quoi. Mais comment est-ce que vous avez fait pour sélectionner les paroles? Elle avait un cahier avec plein de textes tout prêts et vous en avez pris un au hasard, ou elle a écrit spécialement pour ce morceau? Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'elle a fait pour créer un texte en relation? Je lui ai transmis effectivement Ouais, mais non, mais t'as raison. En fait, je lui ai transmis effectivement le morceau pour qu'elle puisse, voilà, prendre un peu l'ambiance, etc. Après, je pense que c'est pas du tout son style de musique, voilà, qu'elle écoute, on va dire, chez elle. Donc, c'est plus pour qu'elle ait, on va dire, ouais, l'ambiance du morceau qui est quand même assez sombre, quoi, assez mélancolique, assez triste, quoi. Ok, donc elle a écouté le morceau, ou en tout cas la démo du morceau, elle a écrit un texte et après vous avez essayé de l'adapter et bon là ça a plutôt bien marché. Petite question, est-ce que des fois tu essaies de faire le contraire, tu
prends un petit peu les textes qu'elle a pu écrire auparavant et tu essayes en les écoutant, en les lisant, en t'en imprégnant, de te laisser porter et d'écrire une musique en relation avec ce texte. En fait, c'est pas du tout dans ma manière de composer. Et effectivement, comme je te disais, dans Index Code, il n'y a pas trop finalement. C'est quand même assez instrumental, quoi. Il y a quand même très peu de featuring avec des chanteurs. Vraiment, je compose de deux manières. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. La première manière, c'est effectivement, je pars d'un air, d'une mélodie. Je vais plus partir comme ça, en fait. D'une mélodie qui va me venir, et puis après, je vais la retranscrire. Mais là, ça implique d'avoir quand même une forte inspiration. Donc peut-être des émotions, voilà, que tu as dans ta vie, peut-être de la tristesse, de la colère, des choses comme ça. Soit la deuxième possibilité, c'est de partir de zéro. Moi, je pars en général de zéro sur le logiciel, quoi. C'est-à-dire vraiment d'une page blanche. Et j'essaie de composer. Voilà, j'essaie de chercher. Je pars souvent d'une rythmique. Et j'essaie de trouver une mélodie au synthé, quoi. Et pour le cas où tu es de l'inspiration, alors que tu n'as pas ton ordinateur sous la main, comment est-ce que tu fais pour retenir les choses qui te viennent? Tu as un dictaphone, Par exemple, pour Heavy Rain, comment est-ce que tu as fait pour retenir cette mélodie jusqu'à ce que tu puisses rentrer chez toi et la mettre sur ton ordinateur? En fait, ouais, je l'ai fredonné, puis je sais pas, ça m'est resté. Ça m'est resté dans la journée, ça m'est resté. Ça arrive souvent que j'oublie, en fait, que dans la journée, voilà, ça me vient. Finalement, après, j'oublie, j'essaie de m'en rappeler, j'arrive pas. En général, c'est en rentrant, je n'utilise pas de dictaphone, mais en rentrant, je prends la guitare ou le piano et j'essaie de retranscrire la mélodie, quoi. Voilà, pour déjà m'en rappeler et puis j'essaie après d'utiliser le logiciel pour vraiment l'enregistrer, quoi. Et si tu devais comparer les deux méthodes de composition, celle où tu es frappé par l'inspiration et celle où tu es en train de jouer sur ton ordinateur, tu bidouilles, est-ce que tu as l'impression qu'il y en a une qui te permet d'avoir des titres plus marquants, plus profonds, plus touchants? J'ai pas l'impression qu'il y ait de différence particulière parce que finalement ça revient au même. Des fois, parfois, mes meilleurs morceaux, je les ai faits en ayant du mal justement à trouver quelque chose, en insistant en fait. En insistant, voilà, parfois vraiment, j'avais pas d'inspiration et finalement, au bout de quelques heures, ça conduisait à quelque chose de positif et j'ai sorti des morceaux que j'étais que j'ai bien apprécié au bout d'un moment. D'accord. Ouais. Ça, c'est un message plein d'espoir. Parce que moi, parce que moi personnellement, des fois ça vient pas. Des fois ça vient pas. Je vois que quand j'écris et que il y a des moments où je galère, où ça veut pas sortir. Je peux être à peu près sûr que le rendu il sera pourri. Soit je suis porté par l'émotion, par la vague, soit je suis là avec ma petite avec une cuillère à café en guise de rame et je peine, je me fais chier et j'ai un truc nul à la fin, quoi. Donc c'est ça m'arrive aussi, hein. Je te rassure, ça m'arrive aussi, hein. Il y a des fois ça vient pas et t'as beau insister, ça sert à rien, ce que tu sors c'est nul. Ça m'arrive également. Ouais. C'est vrai que c'est mieux d'avoir des émotions en fait. Enfin, moi là vraiment je compose le mieux, c'est quand même quand j'ai des émotions particulières assez fortes, quoi. D'ailleurs, tiens, ça me permet de rebondir sur le contrôle qualité. Pour un EP qui va contenir, on va dire 6-7 titres, ça tourne à peu près de ça. Ok. Donc pour tes EP de 6-7 titres, donc tu en écris combien et tu en élimines combien? Alors c'est vraiment les titres. Il y en a aucun que je mets de côté. D'accord. Voilà, je fonctionne pas tellement en composant beaucoup et en triant après. Je fonctionne pas comme ça. Finalement, dès que je le vois assez rapidement quand j'ai un morceau qui va aboutir à rien de bon, je le supprime en fait tout de suite, quoi. D'accord. Voilà, donc je mets vraiment les titres que je fais, que je laisse, mais c'est vraiment les titres de l'EP après. Ça, par contre, je m'y attendais pas. Non, mais le truc, c'est qu'il y a tellement
d'artistes qui disent oui, bon bah tu vois, t'as un album là, mais en fait j'en ai 3 ou 4 déjà d'enregistrés, mais Ouais. bah, il a fallu trier, Non, mais c'est vrai, t'as et j'ai raison. j'ai gardé un petit peu ce qui était dans la même ambiance, et donc bah ces titres-là ils étaient bons, mais ils collaient pas, donc et du coup bon bah Alors c'est peut-être dû au fait que voilà, j'ai pas énormément de temps. C'est aussi pour ça que je fais plus de groupe et que j'ai trouvé ce mode de fonctionnement. En fait, ça me permet, voilà, je suis papa de 2 enfants, voilà, j'ai pas forcément énormément de temps. Voilà, je travaille, voilà, j'essaie d'exploiter au maximum les morceaux que j'ai, de les améliorer jusqu'à ce que je trouve qu'ils soient bien. ok, t'as beaucoup de contraintes, donc grosso modo, tu passes combien de temps par semaine sur ton ordinateur à composer de la musique? C'est hyper aléatoire parce que, en fait, je vais avoir des périodes où je vais m'y mettre et je vais composer, quoi. Donc là, à ce moment-là, effectivement, je vais avoir bon, je me réserve des créneaux, plutôt des soirées, quoi, qui peuvent voilà, durer assez tard. Et voilà, où je vais composer vraiment à fond. Mais ça peut être, voilà, je sais pas, 4-5 heures dans une semaine, quoi. Je vais pas faire beaucoup plus. J'ai des périodes où je fais rien. Ok, et pendant les moments où tu arrives à t'y mettre, à composer, t'as besoin de quoi comme instrument, comme espace, comme condition de travail? Je peux composer, par exemple, uniquement sur un PC. J'ai pas forcément besoin de plus. Comme matériel, j'ai un PC, en gros un synthé. Voilà, donc j'ai pas besoin de beaucoup d'espace. Et, euh, et de toute façon, à partir du moment où j'ai le casque sur les oreilles, je rentre vraiment dans ma bulle en fait. Donc quel que soit l'endroit finalement, il peut y avoir voilà, même mes enfants à côté, euh, voilà, du bruit à côté, ou voilà, un environnement particulier, ça me dérange pas en fait. Voilà, je peux m'adapter. Par exemple, j'ai déjà composé dans le train. Ça m'est arrivé quand je travaillais à Paris, je prenais souvent le train ça m'est déjà arrivé de composer dans le train. Ok, tu as juste besoin de ton ordinateur, et quand tu dis ordinateur, c'est l'ordinateur plus FL Studio. Et il se trouve que j'ai entendu peu de gens jusqu'ici mentionner ce logiciel. Euh, Généralement, ils parlent plus d'Ableton ou de plein d'autres, de Logic et compagnie. Et bah, question, est-ce que bah, tu as envie d'en changer? Est-ce que tu testes de temps en temps d'autres logiciels? Non, 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 le logiciel, bah, disons que c'est très complexe hein, comme logiciel au départ, c'est assez compliqué. J'ai regardé pas mal de tutos justement pour progresser. Bah, après, j'ai beaucoup progressé dessus, hein. En quelques années, j'ai quand même pas mal progressé. Le seul truc que je fais, on va dire, pour composer, avant de composer, c'est que je fais une recherche de ce qu'on appelle de VST Mhm. et de samples. En fait, les VST, c'est des instruments virtuels, en fait. Donc, ça peut être des synthés, des guitares, des basses. Je fais une recherche et une fois que j'ai récupéré pas mal justement de VST ou de samples, je vais pouvoir créer un EP. Voilà, ça va permettre d'avoir du liant, quelque chose d'homogène, d'avoir des sons qui se rapprochent les uns des autres. Tu utilises l'outil informatique pour pouvoir composer. Et bon, il y a plein de groupes de rock qui font ça, hein, qui vont enregistrer séparément leurs pistes guitare, basse et autres avec Reaper, et qui vont monter ça. Et du coup, ils obtiennent une démo. Et après, il faut qu'ils rencontrent un producteur et que celui-ci bah, mette un peu sa patte, les aide à faire un enregistrement qui soit d'un niveau supérieur. Tu as mentionné tout à l'heure l'intervention de Ben pour ton morceau Heavy Rain, son intervention qui t'a permis de passer d'un enregistrement qui n'était pas terrible à quelque chose de retravaillé et de plutôt sympa à l'oreille. Donc la question c'est, est-ce que tu as besoin d'aide extérieure? Comment est-ce que tu fais pour passer de ce que tu as obtenu après avoir composé à quelque chose que tu puisses proposer au public? Le fait de faire des électros comme ça, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire que par rapport à un groupe, c'est totalement différent au niveau de l'enregistrement. En fait, le son est de base est très bon. En fait, c'est-à-dire que quand on prend un son, il est presque parfait en soi, c'est-à-dire un son d'un instrument, vu qu'il n'y a pas de pertes sonores qui peuvent être dues à un enregistrement, c'est-à-dire un enregistrement guitare classique d'un groupe, il y a forcément de la perte. En fait, ce qui va être compliqué,
Ça va être plus de regrouper les sons et de faire en sorte qu'il y ait un équilibre et qu'il n'y ait pas de saturation, qu'il n'y ait pas un instrument qui prenne le dessus sur l'autre. Mais ça change tout, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple, quoi. Et entre une démo par exemple et un produit fini que je vais mettre en ligne, il y a extrêmement peu d'écart. C'est quasiment, voilà, je rajoute juste il y a un petit mastering qui est fait, mais c'est quand même extrêmement limité, quoi. Le son de base, il est déjà excellent. Le mastering. Alors je sais que ce terme revient très régulièrement dans la presse musicale. Ouais, régulièrement on propose une nouvelle version d'album culte avec un nouveau master. Mais concrètement, c'est quoi cette histoire de mastering? Le mastering, en fait, on va dire, c'est plutôt à la fin qu'on aura travaillé. On va travailler en fait sur le son global. C'est-à-dire toutes les pistes ont été déjà regroupées, ont été mixées, comme on dit. En fait, on va travailler sur le son final. Donc c'est vraiment plus une gestion du volume, une gestion voilà, des graves, des basses. Voilà, c'est sur ça qu'on va travailler. C'est vraiment le produit, c'est vraiment à la fin, le produit final, quoi. Parler de ton évolution musicale d'un EP à l'autre, vu qu'il y en a 5, ça serait peut-être un petit peu long. Est-ce que tu pourrais juste là te concentrer sur le dernier, nous dire un petit peu comment est-ce qu'il se distingue de ce qui a pu précéder? Alors j'ai voulu aussi, dans mon dernier EP, j'ai voulu aussi un peu revenir à ce qui m'a fait aimer aussi l'électro, au premier album de Justice. Il y a beaucoup de références à cet album-là, parce que pour moi, c'est à ce jour le meilleur album électro que j'ai jamais écouté. Et avec Daft Punk, c'est les artistes qui, pour moi, ils ont réussi à ramener dans l'électro des gens qui écoutaient du rock, du metal, de l'indépendant, voilà, tout ça. Du coup, qu'est-ce que tu écoutes maintenant, quoi? Alors, qu'est-ce qui te nourrit sans doute, sans nécessairement être en rapport avec l'électro. C'est quoi un petit peu les derniers albums que tu as aimés Alors, ce qui m'inspire, je pense en fait que toute la musique que j'écoute depuis que je suis adolescent, c'est-à-dire voilà, du grunge, du rock, du rap, du metal, ça m'inspire forcément dans ce que je crée aujourd'hui. Je m'en rends pas forcément compte, mais a posteriori, parfois je reconnais certains passages de mes titres, des artistes que j'écoutais beaucoup à l'époque, comme Korn ou The Gathering ou Alice in Chains ou Rage Against the Machine. Non, mais il y a beaucoup de choses comme ça. Après, aujourd'hui, vraiment dans ce style, ce qui m'inspire le plus, c'est Carpenter Brut, c'est vraiment voilà, le groupe qui m'a beaucoup inspiré. Il y a The Toxic Avenger aussi que j'adore. Kavinsky, Wave Shaper, Robert Parker. Après, il y a des choses un petit peu moins connues comme Drive Pilot, Christine, ça, je sais pas si tu Non, connais, non. Gunship, Ouais. Churches, Disco Death, Uppermost. Mhm. Et il y a bien sûr Daft Punk aussi qui m'a forcément inspiré depuis 97, depuis leur premier album, quoi. Mais la question en fait que je posais, c'était pas nécessairement au niveau de l'inspiration, mais je veux voir plus, bon bah, qu'est-ce qui tourne sur ta platine, qu'est-ce qu'il y a dans ton iPod? Aujourd'hui. Ouais. Alors aujourd'hui, j'écoute par exemple Nekfeu. Ça n'a rien à voir, mais j'écoute Nekfeu en ce moment. Oh. Les Étoiles Vagabondes, j'adore cet album, quoi. Et je fonctionne à l'ancienne par album. C'est vrai que je fais pas trop des playlists avec des titres comme ça. Je fonctionne beaucoup par album. Sébastien aussi, Mhm. du collectif là, de Justice et de Manger. Et justement, est-ce que tu as Euh, écouté ce qu'il a fait pour Charlotte Gainsbourg? oui, ouais, j'ai écouté. Ouais, ouais. Parce que moi, Ouais, ouais, il j'adore. s'est vraiment gavé quoi sur celui-là. Est-ce qu'il est, moi je Ah trouve ouais, ouais, je suis qu'il a, fan. il a un son qui est bon très caractéristique, qui est très puissant et qui peut être genre un peu fatigant sur la longueur d'un album pour moi quoi.
parce que c'est trop, genre, ou en tout cas c'est l'impression que j'ai, et le fait que, bon, bah, qu'il ait travaillé au service de Charlotte, quoi, donc ça a permis d'avoir un truc un peu plus équilibré vous voyez, il y a de l'air dedans, quoi. Ah ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Mais ça fait partie effectivement de mes influences aussi, hein. Sébastien, voilà, en French Touch, ça m'influence dans ce que je fais aujourd'hui. Il y a aussi Wave Shaper, c'est vraiment un des classiques du synthwave. Leur dernier EP, j'écoute beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Skip the Use aussi. Oh. Skip the Use. Tu gardes un doigt sur la culture quand on est que Skip the Use, quoi. Donc tu es prêt pour animer des soirées pour enfants de 13 ans, quoi. Non, désolé. Et bon, t'as vu quand même comment donc c'est. Le dernier album est pas mal, moi j'aime. Bon, trêve de plaisanterie. Il y a une question qui me revient là. T'as commencé dans ton premier groupe au poste de batteur. Et généralement, quand tu regardes ce qui se passe dans l'électro, les pistes batterie, genre les beats sont généralement très simples. Et je me demandais si en tant que batteur, tu trouvais pas ça un petit peu simpliste. Est-ce que tu trouvais pas ça peut-être un petit peu limité? Euh, alors, effectivement, c'est une bonne question parce que oui, parfois. Alors, effectivement, par contre, moi, ce que j'adore dans l'électro, justement, une rythmique vraiment simple, c'est-à-dire vraiment binaire, avec un kick et enfin, voilà, une grosse caisse en gros, une caisse claire. J'aime quand c'est très simple en fait. Mhm. J'adore ça en fait. Dans l'électro, quand les parties rythmiques sont trop complexes, ça me perturbe et justement j'aime moins qu'une batterie, on va dire une vraie batterie. Donc on va dire que j'aime beaucoup quand c'est très simple, donc ça me perturbe pas trop de le reproduire comme ça. Et en fait, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, on écoute les parties rythmiques. Il y a du travail sur les charlets notamment, qui peuvent être assez intéressants au niveau rythmique. Il y a des breaks aussi batterie, c'est-à-dire des enchaînements, on va dire, entre deux parties. Des fois, ça peut être des choses assez complexes. Donc c'est pas si simple qu'on peut le croire si on écoute vraiment, vraiment les parties en dehors de la musique. Ah, on sent le connaisseur, parce que moi, ce genre de subtilité, ça m'était un peu passé au-dessus de la tête. Pour moi, ce que j'aime bien dans l'électro, c'est la puissance de la rythmique et sa simplicité qui fait que mes gambettes, elles s'agitent toutes seules, quoi. C'est très dansant, alors que souvent avec le rock, les batteurs ne peuvent pas s'empêcher de faire des petites fioritures, ils font des choses un petit peu complexes, et du coup, c'est pas vraiment pratique pour danser. Ok. Bon, en tout cas, je te remercie vraiment beaucoup pour cet entretien que tu as pu m'accorder. Ben non, mais merci à toi. Merci à toi. C'était vraiment fun, quoi. D'avoir contacté et c'est super sympa quoi.